Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce webinaire La petite taille de l'enfant, un défi, parlons-en. Je suis Claire Castello-Bridou, je suis en charge des affaires médicales pour le laboratoire Merck qui s'implique depuis plus de 30 ans dans le traitement des troubles de la croissance. Donc Merck a souhaité réunir les différents acteurs de cette prise en charge sous un format original, à travers des échanges croisés des différents acteurs, le patient, sa famille, les professionnels de santé, médecins, infirmières et une association de patients. C'est un moment privilégié afin de permettre à tous, c'est-à-dire vous devant votre écran et puis nous également sur le plateau, de s'interpeller, de partager le vécu et l'expérience. Tout au long de ce webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions. Pour cela, vous pouvez utiliser le petit bouton questions et réponses noté QR en bas de votre écran et poser vos questions tout au long de cet événement. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder deux thématiques. La première partie, c'est faciliter l'accès aux soins et en seconde partie, comment bien vivre son traitement. Alors, nous avons avec nous le professeur Michel Paulac, pédiatre endocrinologue à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris. Madame Christelle Tressan, infirmière puéricultrice, référente hormones de croissance à l'hôpital Enfants de Toulouse. Le professeur Régis Coutan, pédiatre endocrinologue, chef de service au CHU d'Angers. Madame Demaret, présidente de l'association Grandir, association de parents ayant des enfants qui ont des troubles de la croissance. Et nous aurons avec nous par vidéo Laure et son fils Azad. Ils sont connectés également et on en profite pour les saluer. Tout au long de ce webinaire, nous respecterons les gestes barrières et les mesures de distanciation. Et je vais vous proposer donc de commencer avec cette première partie, comment faciliter l'accès aux soins. Alors nous allons écouter le témoignage de Laure et de son fils Azad et puis ensuite en discuter ensemble sur le plateau. Bonjour, je m'appelle Laure, donc je suis la maman d'Azad qui est à côté de moi et qui est âgée de 12 ans. Moi, c'est Azad, je suis un élève de 4e et j'ai 12 ans. Et donc Azad est traité par hormones de croissance depuis qu'il a 4 ans, pour un déficit partiel en hormones de croissance. Donc on a commencé à s'inquiéter pour la croissance d'Azad lorsqu'il avait à peu près 18 mois. On s'est rendu compte qu'il était plus petit que les enfants de son âge. Et on a commencé à questionner la pédiatre et la pédiatre nous a dit qu'à 18 mois, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, qu'on devait attendre un petit peu, voir comment ça évoluait. Et donc au final, lorsque Azad a eu 3 ans, on a été voir la pédiatre et là, il y avait vraiment une cassure au niveau de sa courbe d'hormones de croissance. Et la pédiatre a donc demandé à ce qu'on commence à faire des investigations, des recherches pour savoir d'où pouvait venir ce retard de croissance. Et donc, il a eu une prise de sang dans un premier temps pour tester, savoir s'il y avait des intolérances alimentaires, des allergies, et ou s'il y avait un problème au niveau de ses hormones. Et donc, il s'est avéré que lorsqu'on a eu les résultats, Azad avait bien un déficit en IGF-1, c'est une hormone qui donne des informations sur l'hormone de croissance. Et donc, Azad avait bien un déficit en hormone de croissance. Alors, ça l'inquiétait pas dans le sens où elle m'a expliqué qu'il faut quand même attendre un certain âge en général. Après m'être un peu renseignée, ils attendent à peu près les 3 ans de l'enfant pour vraiment commencer, sauf évidemment s'il y a une grosse cassure. Azad continuait quand même un petit peu à grandir. Et puis nous, on a insisté en fait. C'est vrai qu'on la voyait très régulièrement, la pédiatre, ayant un autre enfant aussi en bas âge derrière. Et donc à chaque rendez-vous, je lui disais quand même, là son petit frère il commence à rattraper Azad. Je voyais bien qu'au niveau des vêtements, la taille, on restait toujours sur les mêmes tailles. Et donc voilà, elle était à l'écoute, elle attendait juste de voir si les choses évoluaient pas. Et elle m'avait dit de toute façon le jour des 3 ans, on verra où ça en est, on fera le point ensemble. Et dans ce cas-là, on fera des investigations à ce moment-là. Mais c'est vrai que on a dû discuter un certain nombre de fois sur le sujet pour qu'au final, les choses soient mises en place.
Voilà, souvent ça a été ce type de problème de communication, de recevoir les résultats sans savoir avec qui communiquer pour comprendre les résultats. Enfin, voilà, ça a été un petit peu ce type de difficulté. Ces résultats qu'on a reçus un jour chez nous par la poste, en fait, un samedi matin. On était complètement perdus parce que on ne savait pas ce que ça voulait dire, on ne connaissait pas les termes médicaux. Donc, c'est vrai qu'un samedi matin, on était complètement perdus, on ne savait pas qui contacter, on ne savait pas quoi faire. Et c'est là qu'on a fait des recherches et qu'on a vu qu'il y avait une association qui s'appelait l'Association Grandir, qui s'appelle toujours. Et là, on est tombé en appelant sur la présidente qui nous a vraiment rassurés, qui nous a expliqué tous les termes qu'on ne comprenait pas et qui nous a expliqué le problème d'Azad, qui est finalement un déficit idiopathique en hormones de croissance, c'est-à-dire que c'est un déficit en hormones de croissance, mais on ne sait pas vraiment quelle est la cause, à part que Azad a une petite hypophyse, mais sinon on ne connaît pas la cause. Et donc après, une fois qu'on a eu ce premier examen avec ces premiers résultats qui montraient bien qu'il y avait un déficit, il faut faire un deuxième test pour confirmer ce diagnostic. Donc il a été hospitalisé une journée encore, où il a réalisé encore des tests, donc tout ça toujours dans 2 mois suivants. Ce deuxième test, les résultats sont tombés et qui validaient les premiers résultats. Et donc il s'avère que Azad a bien un déficit partiel en hormones de croissance. Et donc après tous ces tests à l'hôpital, on a rencontré l'endocrinologue. Donc ça, c'était à peu près 9 mois après le début des investigations, je dirais. Et puis là, ça tombe à peu près au moment des vacances scolaires. Donc l'endocrinologue nous a dit, voilà, il faut mettre en place un traitement, on va attendre la fin des vacances et puis des grandes vacances scolaires et on mettra ça en route en début d'année scolaire. Et donc, au final, entre le moment où on a commencé les investigations, donc la première prise de sang, et le moment où on a commencé à traiter Azad, il s'est passé 14 mois. Non, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du tout. Et comme ma mère m'a dit, moi et mon frère, on faisait exactement la même taille. Donc c'était un peu bizarre vu qu'on a 1 an et demi d'écart. Mais c'est tout ce qu'ils m'ont dit précisément. Sinon, je ne me rappelle pas. Bah, moi, je me suis toujours vue avec le traitement chaque jour. Tu te souviens, tu me disais que tu te souviens un petit peu à l'école, lorsque Oui, tu étais plus petit que les autres, ce genre de choses. à l'école, il y avait quelqu'un qui était hyper grand, qui grossissait hyper vite. Et moi, je disais waouh, alors que moi, j'étais 2 fois plus petit que lui. Merci donc à Laure et à Azad pour ce témoignage et je laisse le professeur Coutan réagir par rapport à ces informations. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est vrai que je retiendrai, en fait, j'ai relevé plusieurs choses derrière ce témoignage. D'une part, il y a une grande confiance dans le pédiatre, qui est le pédiatre donc d'Azad, et avec un dialogue ouvert. Ensuite, le sentiment d'un certain délai entre le moment où la famille a constaté, perçu et interrogé sur le retard de croissance et le moment où il y a une prise en charge. Et enfin, le fait que les résultats puissent arriver sans explication et que ça peut être une source d'angoisse. Donc c'est vrai que nous, enfin les médecins, on considère et on enseigne le fait que la croissance, c'est une fenêtre ouverte sur la santé globale et qu'une altération de la croissance, ça mérite toujours une attention. Il y a des dizaines et des dizaines, par contre, il y a des dizaines et des dizaines de possibilités pour expliquer une altération de la croissance. Certaines d'entre elles correspondent à des maladies sérieuses, d'autres sont des variantes de la normale. Et c'est vrai que le médecin traitant peut être un peu en difficulté par rapport à cette multiplicité de diagnostics. Donc je crois que c'est très important quand les parents, quand un enfant est confronté à un retard de croissance, bien de questionner le médecin, de chercher, finalement de questionner le médecin sur l'attitude à avoir. Ça peut être une attitude d'attente, hein, attendre et surveiller la croissance est une attitude tout à fait justifiée. Dans de nombreuses situations. Simplement, c'est très important de pouvoir les expliquer et partager cette attente
cette attitude de surveillance avec la famille, ou bien, si le médecin ne se sent pas à l'aise par rapport à cette situation, de référer auprès d'un collègue spécialiste, d'un pédiatre spécialiste dans les problèmes de croissance. Ensuite, je crois qu'il y a un témoignage de dialogue quand même avec le pédiatre qui est très important pour la compréhension des résultats. Les recherches qui ont été faites, j'imagine que c'est des recherches sur Internet. On peut avoir accès à Internet et trouver beaucoup d'informations sur Internet. C'est très important de les partager avec le médecin, cependant, parce que Internet, on dit, c'est une source d'information, mais ça peut être aussi une source de désinformation. Et enfin, la famille a aussi évoqué la ressource qu'elle a trouvée auprès de l'association Grandir. Donc les associations de patients peuvent effectivement fournir de nombreuses informations tout à fait utiles. Je peux vous demander, Madame Tressin, si vous souhaitez compléter? Alors, effectivement, mon rôle à l'hôpital, ça va être de rencontrer ces familles la première fois où ils viennent, après avoir rencontré le pédiatre endocrinologue. Donc, ce qui va être important, c'est effectivement de leur laisser la possibilité d'exprimer tout le parcours qu'ils ont vécu jusqu'à leur venue à l'hôpital, de laisser cet espace de parole, d'échanger avec eux, de leur permettre de verbaliser leurs appréhensions, leurs peurs par rapport aussi à la suite du traitement, et pouvoir exposer après la suite du traitement, justement, ce qu'on pourra éventuellement leur proposer. Et ce qui va être important, voilà, ça va être de tisser des liens de confiance pour après permettre une alliance thérapeutique qui sera la meilleure possible pour la suite du traitement. Voilà. Merci beaucoup. Madame Demarais. Alors effectivement, Laure était un peu perdue quand elle a reçu son compte-rendu. Et donc, elle a appelé l'association comme font de nombreux parents quand ils se retrouvent confrontés à des difficultés pour comprendre ce qui se passe par rapport aux troubles de la croissance. Donc, on est là pour essayer de leur répondre du mieux qu'on peut. Donc effectivement, expliquer les termes un petit peu compliqués et puis les aider tout au long du cheminement, du diagnostic, avant le diagnostic, au moment où il a été fait et puis après au niveau du traitement, donc pour les rassurer et puis donc pour répondre aux questions qu'en fait ils n'osent pas toujours poser aux médecins, soit parce qu'ils n'en ont pas la possibilité dans l'immédiateté. Un samedi matin, c'est pas toujours facile d'avoir son médecin, et puis c'est peut-être pas non plus toujours utile dans l'urgence, soit après, quand ils sont confrontés à tout ce qui va se passer au cours du traitement par hormone de croissance. Très bien, merci beaucoup. Nous avons une question de patient. C'est mon enfant est petit pour son âge, qui peut me dire s'il doit être traité ou pas. Professeur Paulac, je vous laisse y répondre. Oui, bien sûr, c'est une question évidemment intéressante. Je crois qu'avant de parler traitement, il faut comprendre si l'enfant a effectivement besoin de ce traitement. Et donc, il faut faire un diagnostic. C'est d'abord la première partie de la question. Et là, ça va dépendre effectivement de la croissance de l'enfant. Donc, on voit ici un certain nombre de courbes. En fait, c'est 3 situations qui vont nécessiter des investigations complémentaires. Sur la gauche de l'écran, on a un enfant qui est taille normale, mais qui ralentit sa vitesse de croissance. Ça, en soi, ça mérite effectivement qu'on se questionne. La deuxième courbe, celle du milieu, on voit un enfant qui, en fait, a une petite taille. Il est sous la norme habituelle pour l'âge, et ça aussi, ça mérite questionnement. Et la troisième courbe, c'est un peu plus subtil, c'est-à-dire que les parents sont assez grands, l'enfant devrait grandir 2 couloirs au-dessus du couloir où il grandit, et donc il est loin de sa taille cible, de la taille qu'il devrait avoir, et donc là aussi, cela mérite explication. Donc, encore une fois, 3 situations qui méritent qu'on rentre dans une procédure diagnostique pour comprendre en quoi ce retard de croissance ou ce ralentissement de la vitesse de croissance peut révéler effectivement une maladie sous-jacente. Ce n'est pas nécessairement une maladie qui va être difficile à traiter, ce n'est pas nécessairement un déficit en hormones de croissance. Ça peut être toutes sortes de problèmes, comme l'a expliqué le professeur Coutan, et il faut donc enclencher des investigations pour le diagnostic avant de pouvoir répondre. Parce que si c'est un problème de santé qui est finalement, qui entraîne le retard de croissance, c'est en soignant la maladie sous-jacente qu'on va rétablir la croissance. Et puis si c'est
le déficit en hormones de croissance, là, il faudra le traiter pour ce qu'il est, un déficit en hormones de croissance. Alors justement, on a une seconde question qui est: mon enfant est petit pour son âge. Et est-ce qu'il va devoir du coup aller à l'hôpital et comment ça se passe? Oui, alors là aussi, c'est la suite du parcours de soins. Bien, en première intention, d'abord, on va faire une sorte de débrouillage, c'est-à-dire qu'on va regarder dans une prise de sang si l'enfant, qui est dans une des 3 situations qu'on a décrites, a par exemple une anémie, un manque de globules rouges, un manque d'hémoglobine, ou s'il a une fonction des reins qui ne fonctionne pas bien, ou s'il a une maladie digestive, une maladie cœliaque par exemple. Donc ça se fait sur une prise de sang. Et puis, comme l'a évoqué la maman d'Azad, on va doser l'IGF-1 qui reflète la fabrication d'hormones de croissance. Et si le taux circulant, la concentration dans le sang de l'enfant de l'IGF-1 sur cette simple prise de sang est abaissée, alors on va devoir rentrer dans une exploration plus compliquée de l'hormone de croissance. Et l'hormone de croissance, elle est sécrétée surtout la nuit, quand l'enfant dort, avec des pics importants de sécrétion. Donc un dosage de l'hormone de croissance dans le sang comme ça dans la journée, en fait, ça ne va pas avoir d'intérêt, ça n'est pas diagnostique. Et donc on va devoir hospitaliser l'enfant lors d'un hôpital d'une journée, un hôpital de jour, et on va devoir vérifier que l'hypophyse, en la stimulant, l'hypophyse c'est le lieu de fabrication et de sécrétion de l'hormone de croissance, si l'hypophyse est capable de sécréter assez d'hormones de croissance. Et c'est là où on fait une journée à l'hôpital, on injecte soit un acide aminé, soit une autre hormone qui est censée stimuler l'hormone de croissance, et en prélevant au travers d'un petit cathlon toutes les demi-heures, pendant 3 heures, un peu de sang, on va doser la concentration d'hormones de croissance dans le sang de l'enfant, et on va voir s'il est capable de sécréter assez d'hormones de croissance. C'est là où il a dû aller à l'hôpital pour faire ces tests, parce que ces tests-là, on ne peut pas les faire dans un laboratoire simplement habituel. Très bien, merci beaucoup professeur Polack. Et vous savez que ce webinaire, il a pour but donc d'interagir, et je crois que professeur Coutan, vous avez une question pour la famille. Oui, très bien, donc je serais curieux de savoir à quel professionnel de santé vous avez pensé en premier lorsque vous avez posé des questions sur la taille de votre enfant. On a vraiment complètement fait confiance en notre pédiatre, c'est-à-dire que c'était vraiment elle, notre interlocutrice directe. Et donc, c'est elle qui vraiment nous a dirigés vers l'endocrinologue. On ne s'était pas renseigné de notre côté plus précisément, puisqu'elle était à notre écoute. Et donc, on avait complètement confiance en elle, et donc on a attendu son feu vert. Et c'est elle qui nous a, elle travaillant elle-même à l'hôpital où Azad est suivi, du coup directement elle nous a envoyé vers une endocrinologue de l'hôpital. Donc là, on a vraiment envie de demander à cette famille, au fond, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, faciliter ce cheminement vers le bon professionnel de santé pour prendre en charge l'enfant et la famille? Alors, ce que je peux conseiller, c'est dans un premier temps, déjà de se rapprocher de son médecin habituel, c'est-à-dire de son pédiatre ou de son généraliste, en fonction de par qui est suivi l'enfant, et vraiment de ne pas hésiter à dire les doutes, pas hésiter à redire au médecin, voilà, vraiment, je trouve qu'il est petit, et pas hésiter à en parler plusieurs fois. Donc ça, c'est dans un premier temps. Après, faire preuve de beaucoup de patience, parce que, comme vous avez pu l'entendre, tout le déroulé est assez long, entre le moment où on commence à faire des recherches et au moment où on commence le traitement. En général, nous en tout cas, il y a eu plus d'1 an qui s'est passé. Donc vraiment être patient, pas hésiter vraiment à poser des questions après au niveau une fois qu'on a un premier contact à l'hôpital, pas hésiter à poser des questions à l'endocrinologue. Des fois le contact n'est pas forcément évident, parce que c'est des personnes qui sont dans un milieu hospitalier avec beaucoup de patients, mais voilà, pas hésiter à demander une adresse mail pour poser les questions s'il y a besoin. Et voilà, c'est surtout ça, preuve de patience, et puis ne pas hésiter à insister et à poser toutes les questions auprès de son professionnel de santé qui suit l'enfant.
Alors, on voit quel a été le parcours de Laure, mais à qui s'adresser quand dans son environnement médical habituel, on ne trouve pas de réponse à nos questions par rapport à la prise en charge de la petite taille? Alors, c'est vrai que, comme nous l'avons dit déjà précédemment, une altération de la croissance, ça ne peut pas être banalisé. Le médecin peut choisir de simplement surveiller, mais il doit expliquer son choix. Et comme il y a de multiples causes en fait possibles derrière, de multiples explications derrière une altération de la croissance, il faut connaître que que le médecin traitant peut être en difficulté pour répondre un peu aux questions de prise en charge et d'analyse. Il y a dans ces cas-là des pédiatres spécialisés dans la croissance, des endocrinologues pédiatres qui travaillent souvent en réseau, qui peuvent être installés en ville et qui travaillent souvent à l'hôpital, donc dans le centre hospitalier le plus proche. Et enfin, il y a également une filière de prise en charge de maladies rares endocriniennes, incluant les maladies rares de la croissance, qui s'appelle la filière FIRANDO. Et comme derrière les retards de croissance, il y a un certain nombre de maladies rares, eh bien, cette filière décrit les centres qui sont compétents, les centres de compétences, les centres de référence pour la prise en charge des maladies rares de la croissance, mais aussi finalement pour l'analyse des troubles de croissance. Donc si on n'a pas de réponse auprès de son médecin ambulatoire, si on n'a pas de réponse auprès du pédiatre et du service de pédiatrie du centre hospitalier le plus proche, eh bien on peut se tourner vers la filière FIRANDO pour avoir accès à un service et à un spécialiste compétent. Très bien, merci beaucoup professeur Coutan. Professeur Paulac, je crois que vous aviez une question aussi pour l'association Grandir. Absolument, Madame Desmarais. Finalement, dans les familles que vous rencontrez, comment est leur parcours? Est-ce que c'est un parcours qu'on pourrait caractériser comme un parcours du combattant ou est-ce que c'est plutôt un parcours simple? Quelle est votre expérience avec l'association? Alors, nous avons les deux cas de figure. Donc effectivement, pour certaines familles, comme nous l'a décrit Laure, c'est assez simple parce que les familles ont une écoute du professionnel auquel elles s'adressent. Mais pour certains, vous l'avez dit, ça peut être un parcours du combattant. Et effectivement, nous avons des familles qui nous appellent en disant ben voilà, je me rends compte que mon enfant est trop petit, c'est le plus petit de sa classe, ou il n'a pas grandi depuis déjà un moment, les chaussures il n'a pas changé de taille de chaussures, il met toujours le même pantalon d'une année sur l'autre, et donc ben, je m'inquiète. J'en ai parlé à mon médecin traitant qui me dit que ben non, il grandira plus tard. Ou alors, j'en ai parlé au pédiatre qui a fait effectivement quelques examens, vous l'avez dit, mais qui dit on va continuer à surveiller. Et certains parents nous disent oui, mais ça dure et j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Bon. Et donc, pour certains parents, effectivement, il faut qu'ils puissent trouver un interlocuteur qui les entende, qui les écoute et qui fasse, s'il y a besoin, bien évidemment, les bons examens pour faire le diagnostic d'un retard de croissance. Donc, comme vous venez de le dire, l'organisation de la médecine en France est quand même bien faite sur beaucoup de sujets et donc nous pouvons avoir accès à des centres de référence et des centres de compétences que l'on trouve sur le site de FIRANDO. Et donc, je m'aide de ces centres avec lesquels j'ai des contacts et que j'indique aux parents en leur disant écoutez, si vous ne trouvez pas à côté de chez vous une réponse, vous pouvez vous adresser donc à ces médecins spécialistes qui travaillent dans ces centres. Mais pour beaucoup de parents encore, oui, ça peut être un parcours du combattant, malheureusement. Oui. Madame Desmarais, j'ai une autre question. J'aimerais savoir, j'ai bien entendu que vous aviez un rôle de conseil et d'orientation pour ces familles.
Est-ce que vous avez identifié chez les familles qui vous contactent d'autres besoins qui formulent lorsqu'ils prennent contact avec vous? Donc ça serait la première partie de ma question. Et la deuxième question, que permet votre association? Est-ce que vous permettez des rencontres entre ces familles? Est-ce qu'il y a de la formation? Qu'est-ce que vous leur offrez à ces familles qui prennent contact avec vous? Alors, nous sommes là pour donner des renseignements. Le premier des renseignements qu'on va donner pour les familles qui cherchent une réponse à la petite taille de leur enfant, c'est de leur indiquer donc les lieux, les professionnels auxquels elles peuvent s'adresser pour avoir une réponse à leurs questions. Et puis, une fois que le diagnostic est fait et qu'ils ont appris que leur enfant avait besoin d'un traitement par hormone de croissance, ils peuvent être inquiets. Et donc, ils vont nous demander notre avis à nous, parents qui avons eu un enfant traité par hormone de croissance. Donc, ils veulent en fait des témoignages de famille, des témoignages de patients. Donc nous organisons alors soit des réunions présentielles quand on le peut, donc une réunion annuelle pendant laquelle les familles vont se rencontrer, les enfants aussi vont se rencontrer, et c'est important pour les enfants de rencontrer un autre enfant qui a la même problématique que lui, la même maladie entre guillemets, ou en tout cas le même traitement, qui va se faire des injections aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui reçoivent ce traitement. Donc les familles peuvent discuter entre elles, les enfants peuvent discuter aussi entre eux, et puis voir qu'ils ne sont pas tout seuls. Et puis nous aidons aussi les familles au moment de l'injection, parce que c'est pas facile non plus, on en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est pas facile de devoir faire une injection à son enfant tous les jours. Et c'est pas facile non plus à l'enfant de recevoir tous les jours une piqûre, surtout quand il ne sait pas combien de temps ça va pouvoir durer. Donc voilà, on propose tout cela, et puis aussi de la documentation, enfin un soutien par rapport à cette maladie chronique qui peut durer pendant longtemps. Merci beaucoup, Madame Demaret. Je vais vous proposer de conclure déjà cette première partie. Je vais laisser la parole au professeur Polack et ensuite nous pourrons prendre quelques questions en live. Oui, donc si on veut conclure sur cette première partie d'accès aux soins, eh bien, on peut dire que d'abord, ce qui est essentiel, c'est d'établir le diagnostic qui initie le parcours de soins. Donc on rappelle un enfant qui est sous les courbes habituelles, donc il a une petite taille, un enfant qui, même s'il a une taille normale, ralentit sa vitesse de croissance, et l'analyse de la vitesse de croissance est absolument fondamentale. Et puis, la troisième raison d'amorcer ce parcours de soins, c'est si l'enfant grandit vraiment en dessous du couloir où il devait grandir en fonction de la taille de ses parents. D'ailleurs, je rappelle au passage aux parents qu'on peut établir les courbes de croissance sur Internet pour leurs enfants, et que s'ils n'ont pas de réponse après les premiers questionnements auprès de leur médecin référent, ils peuvent tout à fait regarder eux-mêmes les courbes et voir si un des 3 cas de figure que je viens de citer est effectivement là. Ensuite, ce parcours de soins, il se passe le plus possible en proximité, avec le pédiatre, avec le médecin généraliste. Et on rappelle qu'après l'âge de 2 ans, la plupart des enfants en France sont vus par des médecins généralistes. Et donc, c'est important qu'ils soient sensibilisés à cela. On rappelle aussi que, bien sûr, s'il y a des questionnements et qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante, il faut continuer à questionner, comme l'a très bien expliqué la maman d'Azan, mais il faut aussi parfois joindre l'association, les associations de patients et de familles qui peuvent vous aider à vous orienter dans le circuit médical en France. Donc le premier point de contact, c'est bien sûr après un bilan qui montre qu'il y a possiblement un défaut de fabrication d'hormones de croissance en l'occurrence, ou d'autres maladies qui peuvent expliquer cette anomalie de la croissance, eh bien c'est d'aller vers un spécialiste après avoir donc travaillé, discuté avec le pédiatre ou le médecin référent généraliste ou l'association. Et là, le spécialiste va aller utiliser le système hospitalier,
pour effectivement tester la capacité de fabrication de l'hormone de croissance. Donc on rappelle qu'il y a un maillage, comme est montré sur la diapositive, un maillage national avec des centres de référence, des centres de compétences, et on voit que le territoire est assez bien représenté, l'ensemble du territoire est assez bien couvert. Et pour le rappeler encore, vous pouvez trouver des informations sur le site de la filière maladies rares endocrinologiques qui rassemble l'ensemble des centres maladies rares qui travaillent dans le domaine de l'endocrinologie, des hormones et donc de la croissance, sur le site FIRENDO, F-I-R-E-N-D-O, qui est bourré d'informations pertinentes pour vos questionnements. Donc voilà un peu, je dirais, comment on peut essayer de faciliter l'accès aux soins. Et si vous n'avez pas de réponse auprès de vos médecins référents, il ne faut pas hésiter à aller directement contacter les médecins spécialistes de la croissance, près ou loin de chez vous éventuellement, si près de chez vous, vous ne trouvez pas de réponse. Merci beaucoup, professeur Pollack. Et je vais demander à Caroline en régie si on a des questions. Bonjour à tous. Donc oui, nous avons de très nombreuses questions qui sont arrivées dans le chat. Donc la première question, à quel âge est-ce jugé trop tard pour un enfant de bénéficier d'une prise en charge par hormone de croissance? Alors, en fait, les endocrinopédiatres, les pédiatres ont l'habitude de pratiquer une radio de la main qu'on appelle un âge osseux. Et sur cet âge osseux, on peut voir s'il persiste, s'il existe encore les cartilages de croissance. Tant que les cartilages de croissance sont présents, ça veut dire qu'il y a du potentiel de croissance et que donc on peut, si l'indication est là, démarrer un traitement par hormone de croissance. Donc vous voyez, fixer un âge limite, c'est difficile, c'est plutôt un âge osseux limite, mais tant que l'âge osseux montre qu'il y a des cartilages de croissance, on peut initier un traitement. Ensuite, on sait que dans la pratique de l'efficacité des traitements, des meilleurs résultats de traitement, le plus tôt est le mieux. Donc plus la durée du traitement est importante, meilleur sera le gain de taille et meilleure sera la taille finale. Donc dès qu'un problème de croissance est constaté, si c'est nécessaire, aller vers des investigations. Et si les investigations concluent à l'indication d'un traitement, le plus tôt est le mieux. Caroline, nous avons d'autres questions? Oui, nous avons une autre question. Existe-t-il une différence entre garçons et filles, les filles étant réglées entre 12 et 15 ans? Alors, je n'ai pas compris la fin de la question. Les filles entre 12 et 15 ans, quelle était la question, pardon? Caroline, tu peux répéter? Existe-t-il une différence entre les garçons et les filles? Sur la manière dont ils grandissent, j'imagine que c'est ça la question. Michel. Oui, je veux bien répondre. Donc, oui, les croissances des filles et des garçons sont différentes. Dans la petite enfance, les croissances sont superposables. Et la différence de taille, d'ailleurs, entre les filles et les garçons se fait à cause de la différence de croissance lors de la puberté. Ce qui fait que les garçons vont en moyenne, en France actuellement, finir à 1,77 m, alors que les filles auront des tailles moyennes à 1,64 m. Les filles, quand elles commencent leur puberté, elles vont grandir, elles vont accélérer leur vitesse de croissance tout de suite. Il y a de l'œstradiol, l'hormone qui les féminise et qui va faire grandir en même temps. Et puis après les règles, donc en général 2 ans après le début de la puberté, elles vont entamer la fin de leur croissance. Et donc là, il y a beaucoup d'œstradiol, elles ont leurs règles et elles soudent leur cartilage de croissance et finissent leur croissance dans les 18 mois à 2 ans qui suivent l'apparition des premières règles. Les garçons, c'est différent comme patron de croissance. Ils vont grandir plus longtemps, plus tard, et la puberté va faire grandir les garçons. La croissance va s'accélérer en deuxième partie de puberté. La croissance maximale du garçon en moyenne, mais c'est très modulé par le moment de la puberté, est plutôt vers 14 ans et demi. Et les garçons finiront plus tard leur croissance. Donc il y a un dimorphisme, comme on dit nous, un dimorphisme sexuel de la croissance au moment de la puberté. Et ce dimorphisme sexuel entraîne des tailles finalement assez différentes entre l'homme et la femme, alors que le petit garçon et la petite fille ont des courbes de croissance superposables. Merci. On a de nombreuses questions également sur l'hérédité. Donc une, est-ce qu'il est possible d'avoir ce problème de croissance au sein d'une même famille entre frères et sœurs? Est-ce héréditaire? Alors,
Certaines causes, certaines altérations de la croissance peuvent s'expliquer par des maladies qui sont effectivement héritables. Ça n'est pas la situation majoritaire. Ça n'est pas la situation majoritaire. Dans la plupart des situations de retard de croissance, il n'y a pas d'hérédité partagée. Maintenant, ça existe absolument. Donc, la réponse est très dépendante de la cause en réalité. Pour certaines maladies, pour certaines causes de retard de croissance, il y a une hérédité. Pour beaucoup, il n'y en a pas. Merci pour cette réponse. Nous avons une nouvelle question. Donc, est-ce que le manque de sommeil ou le sommeil de manière générale a un impact sur la croissance? Alors ça c'est une question très fréquente. Donc, évidemment, ça tient au fait que l'hormone de croissance est surtout sécrétée chez l'humain lors de la nuit, lors du sommeil profond, avec des grands pics de sécrétion dans le sommeil. Alors, pour perturber la croissance, vraiment, il faut des anomalies majeures du sommeil. Il y a des enfants atteints de syndromes rares, où il y a vraiment des inversions veille-sommeil, des grosses difficultés à s'endormir, et là, on voit des altérations de la croissance. Mais dans l'ensemble, les difficultés d'endormissement qu'on voit chez nos adolescents qui se couchent un peu tard, ou les difficultés d'endormissement, on va dire, assez banales des enfants, ou le sommeil un peu raccourci de certains enfants par rapport à d'autres, ne vont pas entraîner d'altération de la croissance. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser cet argument pour faire que l'enfant se couche un peu plus tôt, hein. Merci. Une nouvelle question donc, concernant les grands prématurés. Est-ce qu'un enfant né grand prématuré peut développer des soucis endocrinologues liés à la prématurité? Alors, j'imagine que la question se réfère à la croissance des grands prématurés. Quand on est bien avant terme, il y aura toute une partie de la croissance qui va se faire immédiatement après la naissance. Et c'est vrai que les premiers jours, les premières semaines de vie chez les grands prématurés sont souvent des périodes qui sont délicates au plan nutritionnel, au plan de ce qu'on appelle l'anabolisme, hein, c'est-à-dire la capacité à prendre du poids et donc à prendre aussi des centimètres. Donc chez les grands prématurés, il y a une surveillance de la croissance pendant la période postnatale immédiate et au-delà qui est très importante. Les problèmes, on parle de problèmes endocriniens. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes endocriniens plus particuliers aux grands prématurés? Il n'y a pas tant de problèmes endocriniens que ça. Par contre, l'altération de la croissance, si elle est là, peut être liée au fait d'être né avant terme, d'être né petit pour l'âge gestationnel en même temps que prématuré. Et c'est une situation où, finalement, même si l'explication n'est pas hormonale, le fait d'être petit pour l'âge gestationnel et de ne pas grandir suffisamment après la naissance est une indication potentielle d'un traitement par hormone de croissance. Et je peux juste compléter pour les grands prématurés, comme on dit, donc ceux qui naissent avant 32 semaines d'aménorrhée, eh bien, on a tout de même des données qui montrent que leur croissance sera moins satisfaisante au long cours, en particulier le pic de croissance pubertaire. Donc oui, comme le dit le professeur Coutan, il faut que ces prématurés, en particulier les grands prématurés, aient un suivi de leur croissance qui soit bien mené à leur bénéfice. Merci. On a une nouvelle question. Donc, est-il ou sera-t-il exploré un lien possible entre troubles déficitaires de l'attention et retard de croissance? Oui, alors ça je veux bien répondre. C'est une question complexe. C'est-à-dire que quand on regarde dans les populations d'enfants traités par hormones de croissance, on va trouver, les Américains l'ont montré, c'est un peu l'impression qu'on a, même si c'est moins documenté en Europe, on va trouver plus d'enfants TDAH, comme on dit, troubles de l'attention avec hyperactivité. Par contre, le lien entre le défaut de croissance et le trouble de l'attention et plus ou moins l'hyperactivité n'est pas clair. Il y a peut-être, je vais me permettre d'ajouter quelque chose. Il y a parmi les enfants qui naissent, enfin qui ont une hyperactivité, parmi les traitements qui sont proposés, c'est aussi une question qu'on peut avoir de la part des familles. C'est des traitements qui vont modifier l'appétit.
donc, et qui peuvent modifier un petit peu la croissance. Donc, si la question était est-ce qu'un traitement pour une hyperactivité va altérer la croissance, là la réponse, on l'a dans un certain nombre d'études, c'est que l'altération de croissance est marginale. On n'expliquerait pas un retard de croissance chez un enfant avec hyperactivité par le traitement médicamenteux de son hyperactivité. Merci. Donc, nous avons une nouvelle question. Mon enfant est petit, est-ce que c'est une maladie? Madame Desmarais, non? Alors, derrière, en fait, on a souligné déjà qu'une altération de la croissance, il y a des dizaines et des dizaines d'explications possibles. Parmi les explications possibles, on peut considérer qu'il y a parfois des maladies sérieuses, c'est-à-dire des maladies qui vont altérer la croissance, mais qui peuvent altérer d'autres aspects de la santé. Et à côté de ça, il y a des anomalies de la croissance que les médecins peuvent considérer comme des maladies parce qu'effectivement il y a une cause, il y a une origine explicable au retard statural, mais pour lequel le retentissement sur le quotidien, sur la vie quotidienne est très faible en dehors du retentissement sur la croissance. C'est la raison pour laquelle le concept de maladie est un peu flou. Maladie sérieuse et sévère, tout le monde sera d'accord pour dire ça altère la croissance et il y a d'autres aspects sur la santé. Et pour d'autres, maladies qui altèrent la croissance, mais qui n'altèrent pas la santé d'une manière générale. Donc la perception de la part des enfants et des familles n'est pas du tout la même. Merci beaucoup. Ces échanges sont passionnants et je vais vous proposer de passer maintenant à la seconde partie de ce webinaire qui est bien vivre avec son traitement. Et pour commencer, on va retrouver Laure et Azad sur leur témoignage. Je vous propose de les écouter. Donc après avoir eu les différents résultats au test, on a été voir l'endocrinologue. Et nous, pour le coup, alors peut-être que maintenant ça se passe un peu différemment et puis ça dépend sûrement des endocrinologues, mais en tout cas, nous, on n'a pas eu le choix sur le traitement d'Azad. On n'a pas eu le choix sur la mise en place du traitement non plus. C'est-à-dire qu'on arrivait, elle nous a dit voilà, Azad a ce problème-là, il a ce déficit, il doit être traité et on va le traiter avec ce traitement-là. Voilà, on n'a eu aucune décision à prendre, aucun choix à faire. Elle nous a entre guillemets imposé. Finalement, est-ce que c'est pas mieux quand on arrive et qu'on ne connaît pas grand-chose des différents traitements possibles, etc., ben, pour le coup, ben, au moins, on n'a pas eu de questions à se poser, on va dire. Alors, nous, on vit très bien le traitement au quotidien. Ben, comme je vous le disais, le soir, Azad, avant d'aller se coucher, il va chercher son traitement, il le prépare et nous, voilà, c'est nous qui lui injectons donc, le traitement. C'est plutôt dans le quotidien, il n'y a pas de problème. C'est plus, voilà, quand Azad doit partir en vacances, bah, ça demande une organisation en amont où il faut contacter quelqu'un sur place, lui envoyer tous les documents pour qu'elle puisse faire le traitement et puis après qu'elle vienne tous les jours, tous les soirs à une certaine heure pour lui faire le traitement. Donc, c'est vraiment à ces périodes-là que c'est un petit peu plus compliqué. Sinon, le reste du temps, quand on part en vacances, ben, je prévois à l'avance en général. Quand on part en France, je commande le traitement dans la pharmacie du lieu de vacances. Donc, je prévois une semaine de les appeler une semaine à l'avance pour qu'ils aient le traitement sur place. Et sinon, au quotidien à la maison, il n'y a pas rien de particulier, tout se passe bien. Bah, au début, en fonction de leur traitement, ils pourront peut-être avoir peur, mais au bout d'un moment, ils finiront forcément par s'habituer et ne plus avoir de problème à le faire. Professeur Pollack,
Vous souhaitez réagir sur ce témoignage? Oui, je pense que c'est très important, cette mise en place du traitement. Donc on rappelle que l'hormone de croissance, c'est un traitement qu'on injecte dans le tissu sous-cutané, donc c'est ce dont on discute ici. Donc la mise en place du traitement, c'est une étape très importante. Il faut prendre du temps pour établir le diagnostic, pour être sûr qu'on a besoin de ce traitement. C'est tout de même un traitement qui engage sur de nombreuses années. Moi, j'aime bien dire aux familles que c'est un marathon et pas une course de 100 mètres. Hein, ça va durer au cours du temps. Donc il y a effectivement la question de l'adhésion. Combien de temps on va sans s'essouffler réussir à faire ce traitement. Et puis, il est important que la famille et l'enfant, les deux, aient bien compris la problématique et pourquoi ce traitement est mis en route. Parce que de favoriser cet échange, de faire comprendre que l'hormone de croissance et son injection sous-cutanée régulière est une solution au problème que présente l'enfant, à ce moment-là, permet probablement une meilleure acceptation. Donc c'est une décision partagée avec la famille, c'est un traitement au long cours, et donc c'est très important de prendre le temps de mettre en route ce traitement. Et puis on voit qu'au fur et à mesure, les enfants vont prendre leur place dans le traitement, faisant de plus en plus de choses eux-mêmes. Mais il faut rappeler que, quels que soient les âges, et en particulier à l'adolescence, c'est tout de même l'équipe familiale qui va assurer que ce traitement se passe bien et que les injections ne soient pas oubliées, surtout quand il y a une lassitude. Et il peut y avoir une lassitude. Madame Tressin, vous souhaitez compléter du point de vue de l'infirmière référente? Oui, je vais rebondir sur ce que disait la maman d'Azad, concernant le dispositif injecteur et le choix de ce dispositif. Donc effectivement, il y a plusieurs possibilités selon les différents centres en France. On peut choisir son dispositif dans certaines équipes, parce que parfois il y a des programmes d'éducation thérapeutique qui sont menés, il y a des infirmières qui sont disponibles, qui ont ce temps pour faire la présentation de différents dispositifs, de montrer les avantages et inconvénients de chaque dispositif, et l'enfant peut être avec sa famille acteur et choisir eux-mêmes le dispositif. Dans d'autres centres, ce n'est pas le cas, ça peut être le médecin qui prescrit directement ce dispositif. Après, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quelle que soit la façon dont s'est fait ce choix, il n'y a pas de perte de chance pour l'enfant et sa famille. Le traitement sera aussi efficace. Donc ça, c'est important de savoir que celui qui n'a pas choisi n'a pas de perte de chance par rapport à celui qui a choisi. Et ce qui est très important, en fait, pour nous, en tant que soignants, c'est de rester à l'écoute de la famille et de l'enfant et de savoir si ce dispositif lui convient bien. De savoir si c'est facile pour lui ou pas, ou si ça entraîne des difficultés à la maison, dans son quotidien, de réaliser le plus d'injections possible et d'en manquer le moins possible. Donc ça va être lors de nos rencontres, d'avoir ces échanges authentiques et de savoir si tout se passe bien ou s'interroger sur le fait est-ce qu'il faut changer le dispositif ou pas. Et après, il est vrai que quand on a la chance d'avoir un programme d'éducation thérapeutique comme on l'a à Toulouse, ça nous permet d'avoir des échanges avec la famille et de répondre à toutes leurs questions concernant les vacances, l'organisation, les documents qu'il faut avoir en sa possession, et puis aussi partager l'expérience des différents enfants et de leur partager les petites astuces pour que l'injection, la technique se passe au mieux chaque soir. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Demaret. Oui, alors dans la grande majorité des cas, effectivement, comme vous l'avez expliqué, les parents sont bien pris en charge et bien entourés pour justement cette mise en place du dispositif et tout ce qui va se passer après. Il arrive quand même que quelques parents n'aient pas tout ce dispositif, tout cet environnement à disposition, parce que tout le monde n'est pas prêt, n'est pas à côté d'un grand hôpital où il y a des séances d'éducation thérapeutique. Il n'y en a pas encore partout, malheureusement, même si ça se développe de plus en plus. Et c'est là qu'on nous appelle, en nous disant je suis un peu perdue avec tout ce que le pharmacien m'a donné, parce que ça peut arriver. Il n'y a pas toujours une éducation à l'appropriation de ce fameux dispositif. Donc c'est là qu'on nous appelle. Alors on peut de temps en temps faire des petites des visios. On se met sous WhatsApp et puis on explique. Moi j'ai à peu près tous les dispositifs à la maison, je les connais bien, donc je leur montre
où eux aussi me montrent comment ils font. Bon, quelquefois, il y a des petites erreurs, donc voilà, on explique comment on peut faire. Mais c'est vrai que quand même, dans la grande majorité des cas, ça se passe bien et heureusement. Merci beaucoup. Nous allons prendre une question donc d'un patient. Est-ce que je peux attendre de bons résultats d'un traitement par hormone de croissance? Professeur Coutan, je vous propose d'y répondre. Eh bien, donc, alors c'est une question évidemment très très fréquente des enfants et des familles, de savoir comment le traitement va les aider à grandir, de combien, où est-ce qu'ils vont arriver. Donc on a plusieurs éléments de réponse à cette question. La première, c'est que l'objectif du traitement, c'est de permettre à la taille de rentrer dans les courbes normales, les courbes habituelles de la population que Michel vous a montré tout à l'heure. Le deuxième élément, c'est que l'objectif du traitement, c'est de rapprocher le plus possible de la taille cible génétique, c'est-à-dire du programme de croissance individuelle qui est dépendant finalement des tailles familiales. Donc les traitements permettent de se rapprocher, d'être très proche de la taille cible génétique, pas forcément de retrouver sa taille cible génétique, mais en tout cas de ne pas en être très loin. Et puis un dernier élément de réponse sur la rapidité, un petit peu de correction, c'est on considère que retrouver une taille dans les normes et se rapprocher de la taille cible génétique, c'est quelque chose qui va s'effectuer majoritairement dans les 3 premières années de traitement, et que les années supplémentaires de traitement vont permettre de rattraper encore un petit peu plus, mais surtout aussi de maintenir le potentiel, enfin le gain statural. L'essentiel du rattrapage se fait dans les 3 premières années. Merci beaucoup. Et nous avons une question qui fait suite à celle-ci, puisqu'elle est: est-ce qu'il y a des risques à prendre ce traitement? Alors ça aussi, c'est une question effectivement qu'un certain nombre de familles nous posent. Il y a aussi, là, je pourrais dire, 2 niveaux de réponse. La première, c'est: est-ce que le traitement est risqué au quotidien? Est-ce que le fait de prendre un traitement pour que notre enfant prenne ce traitement va lui occasionner des problèmes de santé? Et la réponse est non, hein. C'est-à-dire que les traitements au quotidien se passent avec les difficultés qui ont été évoquées, hein. C'est-à-dire il faut une mise en œuvre, il faut apprendre à le faire, il faut être accompagné pour le faire, mais le traitement au quotidien se passe très bien. C'est l'expérience des médecins qui suivent ces enfants-là, et c'est une expérience qui a été confortée par des études scientifiques qui ont porté sur des dizaines de milliers de patients. Donc au quotidien, aucun souci, le traitement n'altère pas la santé. Une des questions qu'on a aussi parfois de la part des familles, c'est: mais est-ce qu'on a des connaissances de ce qui peut se passer à long terme? Quelle sera la santé de mon enfant à l'âge adulte s'il est traité dans l'enfance? Alors, le médicament hormone de croissance, le traitement, ça fait partie des rares traitements pour lesquels on a des données de surveillance à long terme. Une des plus grandes études aujourd'hui publiées, c'est une étude qui s'appelle SAGE Europe, qui a été construite à partir de la contribution de plusieurs pays d'Europe et qui s'est intéressée à la santé des adultes qui ont été traités par hormones de croissance dans l'enfance. Plus de 24 000 patients, plus de 400 000 patients années. C'est la multiplication du nombre de patients par les années de suivi. Ces études, elles ont montré, en particulier dans les déficits isolés en hormones de croissance, qu'il n'y avait pas d'altération de la santé, ou plutôt, plus précisément, le marqueur qui a été regardé dans ces études, c'est la mortalité. Comparer la mortalité des adultes ayant été traités par hormones de croissance dans l'enfance à la mortalité attendue dans la population générale au même âge. Dans les déficits isolés en hormones de croissance, la mortalité est identique, le traitement n'a pas altéré cette mortalité, ne l'a pas augmentée. Il y a un certain nombre d'informations autres qui ont été apportées aussi par cette étude, c'est que parmi l'ensemble des enfants qui ont reçu un traitement par hormone de croissance, pour plusieurs d'entre eux, on l'a déjà évoqué, il y a une maladie associée, une maladie qui a altéré la croissance, mais qui a aussi d'autres effets sur la santé. Et quand on observe la santé de ces adultes
qui ont été traités dans l'enfance, mais qui avaient aussi une maladie altérant la santé, eh bien, ces adultes ont là des données de mortalité qui sont différentes de celles de la population générale, mais cette mortalité, elle est attribuée à la maladie associée et pas au traitement par hormone de croissance. Merci beaucoup, professeur Coutan, pour ces explications. Et je vais passer la parole tout de suite sur une question du professeur Pollack à la famille. Oui, donc on discutait de l'adhésion, de la capacité à faire ce traitement chaque jour au long cours. Est-ce qu'il y a des difficultés concernant ce traitement? Est-ce qu'il y a des oublis? Est-ce qu'il y a des périodes où l'enfant en a marre, quoi? Pour arriver d'oublier par faute d'inattention, mais sinon, je fais le traitement tous les jours. T'en as un petit peu marre des fois, t'aimerais bien que ce soit... Oui, regarde, que ce soit la fin, mais c'est pas tout de suite. Donc ça, c'est rentré dans ta tête. Mais au niveau des oublis, c'est rare. Ça va arriver une fois tous les 2 mois, peut-être quelque chose comme ça. On est rentré tard voilà. Mais vraiment, c'est très très exceptionnel. Les oublis, c'est vraiment rentré dans. C'est même lui des fois qui nous y fait penser. Ah maman, ce soir, on faut pas oublier ma piqûre, mon traitement, et donc voilà. Si on a quand même, il y a eu un moment donné où il y a eu un moment donné où ça a été un peu compliqué, je sais pas, je dirais il y a 3-4 ans, et où on a été revoir l'infirmière thérapeutique de l'hôpital pour qu'elle m'aide un petit peu sur me donner des conseils justement pour faciliter les choses, parce que c'était devenu, Azad, c'était une période où il n'avait plus envie d'avoir le traitement, donc elle nous a conseillé de mettre un petit peu de froid sur la zone. Sauf que ça n'a pas vraiment amélioré les choses. Voilà, ça n'a pas vraiment amélioré les choses. C'était une période où il était parti en colonie de vacances et où l'infirmière lui avait fait un peu mal, donc du coup il était un peu réticent. Finalement, au retour de vacances, il s'est rendu compte que moi je lui faisais moins mal, donc du coup ça avait aidé un petit peu à faire passer la chose. Est-ce que vous avez une perception différente du traitement entre le moment de son début et maintenant ? Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus serein face au traitement d'Azad. Alors déjà, on sait que ce qu'il a n'est pas grave, on sait que c'est uniquement un déficit en hormones de croissance et que normalement, si tout va bien, il devra arrêter le traitement à la fin de la puberté. Donc face à ça, déjà, on est beaucoup plus serein par rapport au début du traitement où on ne savait pas forcément ce qu'il avait, où on a fait des tests génétiques, on a mis beaucoup de temps à avoir les résultats, ça a mis à peu près 3 ans à avoir les résultats des tests génétiques qui ont montré que finalement il y avait pas de soucis génétiques. On est beaucoup plus serein aussi dans la manière de faire le traitement d'injection, c'est-à-dire que maintenant on sait très bien le faire, on fait ça rapidement. Azad est serein aussi face à ça, donc tout se passe bien. Et puis surtout, maintenant Azad il est dans un âge aussi où il se rend compte des bénéfices du traitement, donc lui aussi accède beaucoup plus facilement par rapport au début où il était vraiment petit, donc il ne se rendait pas forcément compte de ce que ça pouvait apporter d'avoir ce traitement. Et c'est vrai que maintenant, il se rend compte qu'il a grandi, il se rend compte que s'il ne fait pas le traitement, il va arrêter de grandir, donc il faut absolument qu'il le continue. Et on a beaucoup plus de compréhension par rapport au début du traitement. Et puis on est aussi en contact avec d'autres patients grâce à l'association Grandir, et donc on se rend compte aussi de la suite, de ce qui se passe après, et face à ça on est plus serein. Alors, professeur Pollack, est-ce que c'est vraiment important de faire sa piqûre tous les jours? C'est une question qu'on a souvent, bien sûr. Donc il y a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, ça dépend de l'âge de l'enfant. Donc pour les jeunes enfants, les moins de 5-6 ans, l'hormone de croissance, elle ne sert pas qu'à grandir, elle ne sert pas qu'à faire grandir. Elle sert aussi à éviter les hypoglycémies. Il faut rappeler que
on fait le diagnostic de déficit en hormones de croissance parfois chez des très jeunes enfants, des nourrissons, des nouveau-nés, parce qu'ils font des hypoglycémies qui sont corrigées par l'injection d'hormones de croissance. Alors chez eux, il est absolument crucial de fragmenter les injections et d'avoir des injections tous les jours pour éviter ces hypoglycémies, donc jusqu'à l'âge de 5-6 ans où ces hypoglycémies deviennent moins fréquentes. Après, il y a des travaux, en particulier un travail qui vient de la Nouvelle-Zélande en premier, qui montre que si on rate 2-3 injections par semaine, on va grandir moins vite. Autrement dit, si on ne fait pas son traitement, tout de même, ce n'est pas inattendu, mais ça a été bien documenté, on grandit moins vite. Et ce qui était aussi intéressant dans ce travail, c'est qu'il y avait certains groupes de la population en Nouvelle-Zélande, particuliers, qui avaient moins conscience de l'importance de faire les injections. Et ça a permis de faire un travail avec ces enfants, ces familles spécifiques, pour leur expliquer l'importance du traitement. Donc là aussi, l'explication, la mise à plat des choses, la discussion est très importante. Alors après, il y a des équipes et des habitudes d'équipe sous-tendues, on va dire, par des effets qui sont beaucoup moins importants que ce que je viens de dire. C'est-à-dire, est-ce que c'est 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7 ? Là, je crois qu'il faut laisser les équipes pratiquer comme elles l'entendent. Beaucoup veulent 7 jours sur 7. Bon, dans mon équipe, aux enfants malades à Necker, on a plutôt tendance à proposer chez les enfants après 5-6 ans 6 jours sur 7 parce que c'est comme un petit joker. Et puis s'il y a un oubli dans les jours d'injection, on peut utiliser cette journée où normalement il n'y avait pas d'injection pour rattraper. Donc c'est peut-être une flexibilité pratique comme ça autour du traitement. Voilà la réponse que je peux vous faire. En tout cas, chez les très jeunes, oui, tous les jours, à cause du risque d'hypoglycémie. Alors, je vais vous partager peut-être un petit peu aussi mon expérience, puisque nous voyons les familles lors des entretiens. Donc, effectivement, ça va être important de donner du sens à ce traitement, parce que parfois, c'est des enfants qui commencent très jeunes, et on va devoir les remobiliser à l'adolescence, les remotiver pour, effectivement, être acteurs de leur traitement, avoir le moins d'oubli possible. Après, ce qui est très important, c'est déjà d'avoir une écoute attentive bienveillante et des échanges qui soient authentiques et que la famille puisse nous dire de façon très authentique, oui, effectivement, j'oublie mon traitement X fois par semaine ou X fois par mois ou X fois depuis la dernière fois que l'on s'est vu, de façon à ce que nous, on puisse travailler justement là-dessus et aller les remotiver et voir qu'est-ce qui fait qu'ils oublient. Est-ce qu'on peut ajuster le traitement, donc soit par rapport à la prescription, soit par rapport au dispositif injecteur, soit est-ce qu'on peut leur communiquer des astuces, leur faire part de l'expérience que l'on a pu avoir avec d'autres enfants, de façon à ce qu'ils puissent faire au mieux leur traitement. Après, on a conscience que ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a des périodes, il y a des hauts, il y a des bas, et on est là justement pour les accompagner et les soutenir dans toutes ces étapes. Oui, alors moi j'ai une question justement à Madame Demaret et à l'association Grandir. Donc on vient de voir qu'il y a tout de même des oublis, que c'est un peu inéluctable dans ce traitement qui est au long cours. Finalement, il y a une certaine forme de culpabilité aussi parfois à sauter les injections. Est-ce que à votre association, les familles confient tout cela? Est-ce que vous avez des informations sur cette lassitude du traitement, des témoignages, disons, de l'expression de la difficulté du traitement? Et puis, comment faites-vous pour que les familles, les enfants, vous expriment cette difficulté en toute transparence? Alors, effectivement, c'est un peu le but de nos réunions, soit en visio, soit en présentiel. C'est que, justement, qu'on puisse dédramatiser tout ce qui n'est pas, qui ne rentre pas dans le train-train quotidien, quoi. Et il y a des familles qui nous appellent en disant, par exemple, ça fait 2 mois que j'ai le traitement dans mon réfrigérateur et je n'arrive pas à faire l'injection le soir à mon enfant parce que ce sont des hurlements, etc. Des parents aussi qui culpabilisent de devoir un peu bloquer leur enfant pour pouvoir faire l'injection. Donc on essaie de mettre aussi en place des ateliers de relaxation pour que justement les parents puissent parler de toutes les contraintes qu'occasionne le traitement par hormones de croissance, et puis
des ateliers aussi entre les enfants où ils peuvent s'exprimer par rapport justement à cette période de la soirée, de l'injection du traitement, et puis pour leur faire comprendre aussi que c'est utile de le faire de manière très régulière, parce qu'on sent bien qu'à certaines périodes, et en particulier l'adolescence, il y a une lassitude qui s'installe. Et puis moi qui ai fait pendant très très longtemps des injections à mon fils, on en a un peu marre, je veux dire, tous les soirs de devoir se dire, allez, ça y est, il faut encore faire ce truc. Je veux dire, c'est un peu normal parce que c'est une contrainte dans la vie de tous les jours. Après, il y a les parents aussi qui se disent, je ne vais plus pouvoir partir en vacances, ou alors c'est compliqué, je ne veux pas l'envoyer en colonie de vacances parce que ça va être compliqué aussi pour gérer ça. Donc voilà, on recueille toutes leurs difficultés. Et on essaie de leur donner tous les bons trucs pour que ça se passe mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours simple au quotidien et dans la durée. Merci beaucoup. Alors, Madame Demarais, vous avez une question ? Du coup, une fois que vous mettez toutes ces actions en place, que ce soit des conseils, des rencontres entre les enfants, les familles, est-ce que vous avez des retours à nous partager par rapport à toutes ces actions ? Est-ce que ça facilite en tout cas le traitement à la maison? Est-ce qu'il y a moins d'oubli? Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça? Alors oui, on a quand même, heureusement, on a l'impression qu'on sert à quelque chose. Oui, il y a des parents qui sont très très contents de l'écoute qu'ont les autres parents par rapport à leurs problèmes, parce que ils vivent la même chose. Et ça, l'expérience des autres parents, c'est inestimable, hein, parce qu'on peut écouter son médecin, mais le médecin, il ne vit pas la même chose, il est de l'autre côté de la barrière. Alors que l'expérience du patient, ça se partage, et oui, il y a des belles réussites. Le traitement qui reste 2 mois dans le réfrigérateur, une fois qu'on a pris la chose en main et qu'on a expliqué à l'enfant et à la famille comment mieux utiliser le dispositif, apaiser les craintes, etc., on est content quand on apprend que ça y est, on y arrive. Et on y arrive sans que ça bataille, etc. Donc, oui, heureusement que les choses peuvent s'arranger, bien sûr. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de conclure cette seconde partie et je vais passer la parole au professeur Coutan et puis on prendra ensuite des questions en live. Je crois que dans cette seconde partie, on a pu voir que ce qu'on peut attendre d'un traitement, c'est d'atteindre une taille qui soit dans les normes des tailles de la population et qui se rapproche, qui est très proche de sa taille cible génétique. On a vu qu'il n'y a pas de risque lié au traitement, ni dans la période où on le prend, ni à l'âge adulte. Il n'y a pas de risque en lien avec le traitement. On a vu aussi que c'est un traitement qui dure longtemps, qui est long, qui est donc contraignant, et qu'il peut y avoir de la lassitude à la réalisation de ce traitement, qu'on sait que plus on va vers les années de traitement, moins l'observance est optimale. C'est tout à fait légitime d'avoir de la lassitude autour de son traitement et c'est donc important d'en parler à son équipe de soins parce qu'il y a des dispositifs d'écoute, d'éducation thérapeutique, de travail sur la motivation. Il y a aussi, l'association peut être tout à fait une ressource, peut donner beaucoup finalement de trucs et astuces pour rendre un traitement le plus acceptable possible et aussi travailler sur la motivation. Donc voilà, je crois que c'est une aventure de plusieurs années et il y a plusieurs étapes et il faut faire confiance à la fois à son équipe de soins et ne pas se priver des ressources associatives pour le conduire de la meilleure manière possible. Merci beaucoup, professeur Coutan. Et donc, du coup, je demande à Caroline si elle a reçu des questions. Oui, de nombreuses questions. Donc, on va essayer d'en traiter un maximum là, dans le temps qu'il nous reste. Donc, une première question d'actualité. Y a-t-il des informations au sujet du vaccin contre la Covid sur des enfants qui suivent un traitement à base d'hormones de croissance ?
Oui, ça je veux bien répondre. Donc c'est une réponse assez simple. Les enfants qui ont un traitement par hormone de croissance doivent suivre les recommandations pour la vaccination contre la Covid de tous les autres enfants. Le fait d'être traité par hormone de croissance n'est absolument pas une contre-indication à cette vaccination. Merci pour votre réponse. Combien de temps après la mise en place du traitement peut-on juger de son efficacité ? Ça, je veux bien répondre. On a des informations assez rapidement. En fait, si on regarde, il y a des gens qui aiment bien les maths, qui ont modélisé les réponses thérapeutiques et qui ont regardé notamment le poids de la réponse de la première année de traitement dans les réponses mesurées à 2 ans ou plus tard, et même jusqu'à taille finale. Et on voit que ce poids est important. Ce que ça veut dire, si je traduis les maths en langage courant, ça veut dire que, en fait, si la première année fonctionne bien, s'il y a un gain statural intéressant la première année, le traitement est très bien parti et on sait qu'il continuera à fonctionner. Donc il faut attendre au moins 6 mois pour voir bien l'accélération de la vitesse de croissance et au mieux 1 an pour être sûr que ce traitement fonctionne bien. Merci. Et du coup, pour compléter un petit peu cette première question, combien de centimètres mon enfant peut prendre en 1 an ? Ça va dépendre de l'âge. Pour qualifier un petit peu la réponse, on va partir du seuil en dessous duquel on trouve que la réponse est insuffisante et globalement, on considère qu'un enfant, la première année, va gagner, on parle plutôt en couloir de croissance, vous savez, sur les courbes de croissance, parce que les centimètres vont dépendre de l'âge, mais les couloirs de croissance se visualisent bien sur les courbes de croissance, et on dit que la première année, c'est très logique de rattraper plus d'un demi-couloir de croissance, et probablement autour de 0,7, 0,8 couloirs de croissance. Donc d'avoir pu gagner, s'être rapproché du couloir de croissance supérieur au bout d'1 an. C'est ce qu'on attend d'un traitement et si on est en dessous de ça, là, le médecin va s'interroger sur la raison de cette réponse thérapeutique. Merci. Une autre question un peu plus sur le côté prévention. Si la courbe de croissance des 2 parents est faible, faut-il faire un traitement d'hormones de croissance préventif ou précoce ? Donc là, j'imagine que la question, c'est si on a des parents qui sont plutôt de petite taille, est-ce que l'enfant va devoir avoir un traitement par hormone de croissance ? Alors, la réponse est clairement non. Il faut comprendre. Et dans nos travaux et les travaux d'autres personnes, on s'aperçoit que quand il y a un parent qui est 2 couloirs en dessous de la taille moyenne, ou des parents qui les 2 sont en dessous de ces couloirs-là, eh bien souvent on peut comprendre qu'il y a une transmission par exemple, de petites anomalies osseuses qui fait que l'os ne répond pas bien à l'hormone de croissance et que la taille est faible à la fois chez les parents et l'enfant. Donc ce n'est pas inéluctable parce que les parents sont plutôt de petite taille que l'enfant le soit aussi. C'est souvent la résultante d'une transmission dans la famille d'une cause de petite taille. Donc la réflexion là, elle n'est pas simplement, elle est même probablement pas thérapeutique, il n'y a pas de traitement préventif. Elle est plus pourquoi cette situation. Et parfois, ça amène à comprendre la cause et ça amène à éventuellement proposer un traitement par hormone de croissance si la cause a l'autorisation d'être traitée par hormone de croissance dans le cadre légal. Merci. Une nouvelle question. Donc, à partir de quel âge les enfants sont-ils autonomes pour faire les injections eux-mêmes ? Alors, je veux bien répondre, c'est très variable. Il y a des enfants qui, très très jeunes, à partir de l'âge de 6 ou 7 ans, on va dire, bien sûr sous la surveillance d'un parent, mais sont en capacité, à l'aide de leur dispositif injecteur, de le faire tout seul. Et puis, il y a des enfants qui sont beaucoup plus âgés, 12 ans, 13 ans, voire même 14 ans, et qui attendent que quelqu'un d'autre le fasse parce qu'ils n'osent pas le faire.
Donc, en fait, si l'enfant a envie de le faire tout seul, même s'il est tout petit, eh ben, il faut qu'il s'approprie son dispositif pour devenir autonome. C'est aussi la manière pour lui de s'approprier son traitement. Donc, ça peut être très très jeune. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en ai vu à 6 ans qui le faisait. Oui, et je vais compléter. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'âge. Et c'est important d'accepter le rythme de l'enfant et de la famille. Chaque enfant a son tempo. Et de valoriser ce qu'ils sont capables de faire. Parfois, ils ne vont pas être autonomes pour leur traitement de A à Z dans toute la logistique du traitement. Ils vont participer, par exemple, juste à positionner l'aiguille ou à appuyer juste sur le bouton. Et ça va être à valoriser. C'est des petites actions. Et après, bien sûr, s'ils arrivent à être autonomes de A à Z, c'est très bien. Mais s'ils ne le sont pas, les adultes sont là pour les accompagner. S'il y a besoin aussi, on peut mettre une infirmière libérale pour les accompagner. Et l'objectif, c'est que l'injection, elle soit faite du mieux possible à la maison, dans un climat serein et détendu. Voilà, ça va être ça la priorité. Et après, on aide et on accompagne l'enfant à devenir effectivement de plus en plus autonome, mais ce n'est pas non plus la priorité. Après, oui, moi je voulais simplement ajouter que derrière l'autonomie, il y a le côté est-ce que ça va gêner la vie quotidienne de l'enfant de ne pas être autonome, en particulier les week-ends chez les amis, les choses comme ça. Et donc c'est vrai que, et là je me tourne vers vous, vous pourrez donner votre avis, hein, chacun de vous, mais on va dire un enfant au collège, techniquement il a la capacité à être autonome. Je parle de capacité technique. Et s'il ne le souhaite pas et que ça n'a pas d'impact sur son quotidien, sur sa vie quotidienne, sur sa vie sociale, ce n'est pas forcément important qu'il le soit. Si ça a un impact sur sa vie quotidienne, sa vie sociale, c'est utile. Et là, il y a des dispositifs. Hein. Les équipes de soins sont justement tout à fait formées à permettre l'autonomie, les associations également. Hein. Donc, derrière l'autonomie, il y a l'enjeu de pourquoi être autonome et surtout que la vie sociale de l'enfant soit maintenue comme elle, à égalité de celle de ses pairs, en fait, de ses amis. Pour ces réponses. Donc, une nouvelle question concernant le traitement. Est-ce un traitement à vie ? Je pense qu'il faut comprendre que l'hormone de croissance, comme on a déjà fait un peu allusion chez l'enfant petit, c'est une hormone qui a des actions plus larges que la simple croissance. Alors évidemment, chez l'enfant, l'action archétypale, l'action phare, c'est l'action de croissance. Mais cette hormone de croissance, finalement, au fond, c'est vraiment une hormone métabolique. Elle a des actions favorables en augmentant le muscle, en diminuant la graisse. Elle a des actions favorables sur l'établissement de la solidité osseuse, en permettant la minéralisation de l'os. Et puis, elle a des actions favorables sur le cardiovasculaire. Donc, quand on a dit ça, on comprend que si on a un déficit dans l'enfance et que ce déficit persiste à l'âge adulte, il puisse être nécessaire de proposer le traitement à l'âge adulte, même s'il est moins impératif, parce que ne pas le faire ne se verra pas comme si on ne le fait pas chez l'enfant et que du coup la croissance s'arrête. Mais et plus subtilement, il faudra donc retester la capacité de l'enfant à fabriquer de l'hormone de croissance, si on parle de déficit ici, après la fin du traitement par hormone de croissance pour assurer sa croissance. Et là, il y a un peu des cas de figure. Soit l'enfant avait un déficit en hormone de croissance isolé et éventuellement idiopathique, comme cet enfant Azad qu'on a entendu, eh bien là, quand il n'y a pas de marqueur morphologique, c'est-à-dire de petite hypophyse, eh bien on a plutôt une restauration d'une sécrétion suffisante. Parce que s'il faut 2 mg par jour en pleine croissance à la puberté, 1,2 mg sécrété par l'hypophyse, ça va suffire pour un vieil adolescent qui a déjà fini sa croissance, et puis 0,5 mg, ça va suffire pour l'adulte qu'il sera plus tard. Par contre, si on a des déficits multiples hypophysaires, et des déficits en hormones de croissance peuvent être associés à d'autres déficits de l'hypophyse, à ce moment-là, ou s'il y a un marqueur morphologique, une petite antihypophyse, une mauvaise connexion entre le cerveau et la partie qui fabrique l'hormone de croissance, là, la probabilité que le déficit persiste à l'âge adulte est plus forte. Et donc là, si le déficit est confirmé
chez ce vieil adolescent qui a fini sa croissance, on pourra être amené à lui proposer un traitement par hormone de croissance et de le continuer pour les bénéfices métaboliques et non plus de croissance de l'hormone. Merci. Donc justement, on a une question en rapport avec ce que vous venez de dire. Donc après des tests de stimulation par hormone de croissance, le médecin a demandé à la famille de faire une IRM hypophysaire. Quel est cet examen? Michel, et pourquoi le réalise-t-on? Quand on a une suspicion de déficit en hormones de croissance, finalement, pour établir au mieux le diagnostic, il y a la science de la croissance, l'oxologie, il y a les hormones, et puis le troisième point important, c'est de comprendre comment est la glande qui fabrique, la glande endocrine, qui fabrique et sécrète l'hormone de croissance. Et c'est là qu'intervient l'IRM. L'IRM, c'est une imagerie par résonance magnétique, donc ça permet de visualiser le cerveau, et puis la petite glande qui est comme une cerise appendue par sa tige au cerveau, qui est l'hypophyse. Et c'est là le siège de la sécrétion de l'hormone de croissance, et on recherche plus particulièrement soit des malformations de l'hypophyse, soit une petite hypophyse, puisqu'on estime que 50% des cellules de la masse de la cerise, si je puis dire, ce sont des cellules à hormones de croissance. Donc s'il y a un déficit en hormones de croissance, eh bien parfois cette cerise est un peu raplapla, un peu plate, un peu petite, peu haute, et donc il y a un argument pour dire qu'il y a un déficit en hormones de croissance. Ceci dit, l'IRM peut être parfaitement normal, mais la sécrétion ne pas se faire. Merci. Nous avons eu de nombreuses questions également sur le RCIU. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Et ensuite, est-ce qu'on peut le traiter par hormone de croissance? Aujourd'hui, on dit plutôt naître petit pour l'âge gestationnel, c'est-à-dire qu'on se réfère aux coordonnées de naissance et aux coordonnées de naissance donc ajustées au terme par rapport aux normes de coordonnées de naissance. Donc le fait d'être né petit pour la gestationnelle peut entraîner, en fait, peut s'associer à une persistance de cette petite taille au-delà de la naissance. On considère que 90% des enfants qui sont nés petits pour la gestationnelle vont avoir finalement un rattrapage de croissance dans les premières années et donc avoir une taille qui va revenir dans les normes de taille de population, mais à peu près 10% d'entre eux vont rester petits jusqu'à l'âge de 4 ans. Et à partir de ce moment-là, si l'enfant reste trop petit et que cette petite taille est bien attribuée au fait d'être né petit pour la gestationnelle, eh bien, il y a la possibilité d'un traitement par hormone de croissance. Mais il y a une démarche aussi. Hein, en général, on va faire devant cette petite taille une démarche d'analyse pour rechercher finalement le panel des causes qui peuvent être responsables d'un défaut de croissance postnatale. Je peux peut-être juste compléter en disant même qu'il me semble, et sous réserve de vérifier les chiffres que je vais avancer, qu'en France, plus d'enfants sont traités parce qu'ils sont nés petits par la gestationnelle et qu'ils n'ont pas rattrapé, que d'enfants qui ont un déficit en hormones de croissance. Je crois qu'on avance le chiffre de 10 000 enfants traités pour ce qu'on appelait avant retard de croissance intra-utérin, RCU, qu'on appelle maintenant petit pour l'âge gestationnel et n'ayant pas rattrapé sa taille, alors que le déficit en hormones de croissance reste une maladie rare. On estime avec un enfant sur 4500, un enfant sur 5000 atteints. Merci. On a également des questions sur l'impact des produits laitiers et la croissance. Donc, y a-t-il un lien entre ces apports? Alors là j'aime bien répondre, je vais vous dire, parce qu'il y a de très belles études qui étudient, alors là, celle que je vais citer, elle étudie les garçons, parce que c'est plus facile, il y a les services militaires, etc. Dans 115 pays différents, des économistes se sont mis à regarder à la fois la croissance en fonction du niveau de vie, la croissance en fonction de l'alimentation. Et ils ont très clairement montré qu'il y a une corrélation en fonction des calories, ce n'est pas inattendu, mais aussi de la qualité de l'alimentation. Et en particulier,
le fait que, par exemple, les Hollandais, qui sont les plus grands d'Europe, les plus grands du monde d'ailleurs, mangent beaucoup de produits laitiers dans la petite enfance, a probablement contribué à ce qu'ils soient les plus grands en Europe. À l'inverse, le fait que le riz soit plus utilisé en Asie a probablement un rapport avec, en moyenne, les plus petites tailles en Asie. Donc il y a un lien entre l'apport de produits laitiers et la croissance quand on regarde de manière large les pays du monde et l'apport en ces produits laitiers. Merci pour cette réponse. On a une autre question également, un peu plus sur le côté psychologique. Donc, comment et doit-on aborder le sujet avec un enfant de 3 ans ou moins de 3 ans, alors qu'il n'a pas encore conscience d'être petit ? Alors, c'est une réponse difficile. C'est vrai que les jeunes enfants, leur marqueur un petit peu de perception de croissance, c'est quand ils commencent à aller à l'école. Et c'est vrai que quand on est en petite section, finalement, la taille représente rarement une sorte d'enjeu social d'intégration. Hein. L'intégration à l'école, c'est beaucoup autre chose que la taille. Donc, les jeunes enfants souffrent rarement de leur taille. C'est les parents, du coup, je dirais, c'est à cet âge-là, ce sont les parents qui peuvent s'en inquiéter. On en revient un petit peu à ce qu'on a pu dire au départ, c'est-à-dire que si vraiment la croissance de l'enfant sort de ce qu'on attend, soit au plan génétique, soit au plan des courbes de croissance, soit parce que la croissance s'infléchit, il faut interroger son médecin parce que ça peut être le signe d'une maladie sous-jacente. Et le fait que l'enfant n'en souffre pas n'est sans doute pas un élément pour se dire je vais attendre, en tout cas je ne vais pas me poser la question maintenant. Donc voilà, je crois que vraiment chez un jeune enfant, même s'il grandit mal finalement, enfin s'il grandit mal, même s'il n'en souffre pas, eh bien il y a une question médicale, il y a une question il y a une attention médicale à porter. Donc les parents peuvent solliciter le médecin sur ce point-là. Un tout petit peu, peut-être, Michel a cité tout à l'heure le fait qu'on donnait par exemple de l'hormone de croissance pour des enfants qui avaient des déficits profonds qui pouvaient être néonataux et que les raisons de ces traitements sont essentiellement métaboliques. Même si l'altération staturale en rapport avec des déficits en hormones de croissance présents à la naissance va se voir dans les premières années, finalement, le besoin du traitement répond aussi à des nécessités métaboliques et pas seulement au fait d'attendre que l'enfant souffre de sa petite taille. Et moi, je voudrais faire un commentaire parce que sur la différence de reconnaissance sociale pour les filles et les garçons, c'est un thème qui m'est cher. On sait que dans les bases de données d'enfants traités, il y a une surreprésentation des garçons. À peu près 60% de garçons traités aux États-Unis et 57% de garçons traités en Europe versus donc moins les filles. Alors qu'il n'y a pas de raison de penser que les problèmes de santé sous-jacents à ces déficits en hormones de croissance ou à ces retards de taille soient différents chez les filles et les garçons. Ce qui veut dire qu'il y a une reconnaissance sociale moindre du retard de croissance et de la petite taille chez la fille que chez le garçon. Donc je voulais juste faire ce point, que ce soit des filles ou des garçons, il faut avoir la même attitude d'exploration du retard de croissance avec les mêmes critères, les 3 critères qu'on a énoncés au début de ce webinaire. Oui, et puis quelque chose d'important qu'on n'a peut-être pas encore dit depuis le début, c'est en fait quand on mesure les enfants, il ne faut pas hésiter à reporter ça sur la courbe de croissance. Il n'y a pas que le médecin qui peut écrire dans le carnet de santé. Les parents doivent inscrire très régulièrement la taille de leur enfant sur la courbe de croissance. Parce que si on n'a pas une courbe de croissance bien établie, bien fournie, quelquefois on a du mal à savoir pourquoi l'enfant finalement
est si petit au moment où on commence à le suspecter. Donc il faut les mesurer, il faut reporter cette mesure sur la courbe du carnet de santé. Et oui, les petites filles aussi, elles ont le droit d'être traitées si elles ont un problème de taille et d'hormones de croissance. Et c'est vrai que les parents s'inquiètent beaucoup plus pour les garçons que pour les filles. Et c'est pas très normal. Merci à vous tous. Merci Christelle Tressin d'avoir fait le voyage depuis Toulouse. Merci Béatrice Demaret pour représenter aujourd'hui l'association Grandir. Merci professeur Coutan d'être venu d'Angers aujourd'hui. Et un grand merci aussi professeur Pollack. Je voulais également remercier vous tous qui êtes connectés en ligne, avec un merci tout particulier pour Laure et Azad. Merci de nous avoir éclairés avec votre partage d'expérience. Ça a été très utile de pouvoir partager, de pouvoir échanger. Vous aurez la possibilité de revisionner ce webinaire sur le site de Merck.fr et sur le site de l'association Grandir. On vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci à tous. Merci. Merci.